Bonjour ou bonsoir. Donc je vais continuer et en fait je vais refaire la deuxième vidéo parce qu'apparemment il y avait un problème de son et je vais essayer, j'espère que cette fois-ci ça sera plus clair et pas de bruit. Je vais continuer cette deuxième vidéo en vous parlant de ce que nous avons parlé par rapport à la première vidéo, mais d'une manière plus pratique. Étant donné que certains parmi vous préfèrent le côté pratique beaucoup plus que théorique, donc je vais essayer de satisfaire vos besoins. Donc nous avons vu tout à l'heure la première vidéo, certaines commandes, système de fichiers, etc. Maintenant je vais entamer cette vidéo en vous parlant en utilisant le système graphique du système GNU Linux. Donc si vous regardez à l'aide de l'explorateur de fichiers, donc ici, donc là je suis déjà sur un répertoire qui s'appelle bin, mais si vous voulez qu'on aille à la racine, donc en allant dans la racine, comme vous le voyez sur ce slide, il y a les fameuses branches, les fameux dossiers que contient la racine. Donc la racine, comme vous le voyez sur la première ligne, il y a un certain nombre de répertoires classiques qu'on a déjà vu, à savoir /bin, /boot qui contient le noyau au niveau de démarrage, le système, /cd-rom, /dev, /etc, /home, /lib, /var, etc. etc. Donc on va voir côté graphique, au moins, c'est-à-dire pour vous expliquer ces choses-là que vous pouvez vous-même faire sur votre machine en exploitant l'explorateur de fichiers et en regardant de près un petit peu la structure du système de fichiers qu'on a déjà vu, disons, théoriquement. Donc je vais ouvrir le dossier bin, donc tout simplement en cliquant dessus. Et comme vous le voyez, dans ce dossier-là, il y a, comme on l'a déjà dit, dans les différentes séances de cours, il contient toutes les commandes utiles que vous utilisez assez souvent. Donc on va voir de près un petit peu qu'est-ce qu'il contient. Donc sur ce dossier, il y a un certain nombre d'icônes qui représentent des fichiers exécutables et certains fichiers texte. Donc on va voir certaines commandes qu'on a déjà traitées. Par exemple celle-là, la commande cat. La commande cat, donc lorsque vous faites cat au niveau terminal, le système il va aller exécuter cette commande-là, puisque on va le voir par la suite que /bin est déclaré dans le path comme variable système. Il y a également cette commande qu'on verra par la suite pour changer le groupe d'un répertoire ou d'un fichier, chmod qui permet de changer les permissions, chown qui permet de changer l'owner, la commande dir que vous connaissez qui ressemble un petit peu à celle de Windows, il y a cp qui permet de copier des fichiers, la commande date qui permet de modifier la date ou d'afficher la date. Et bien sûr, il y a certaines commandes que je ne vais pas traiter maintenant, mais on va les faire par la suite. Il y a bien sûr la commande echo. Donc là, c'est une commande qui permet d'afficher, faire un écho au niveau du terminal. Vous pouvez afficher un texte ou le contenu de variable grâce à cette commande-là. Et bien d'autres commandes. Donc il y a gzip qui permet de compresser les fichiers. Il y a la commande qui permet de créer des liens. Il y a la commande ls, voilà, la fameuse commande ls. ls qui permet de faire ça. Donc, regardons par exemple cette commande ls, ce fichier, donc c'est un fichier exécutable, on va voir ses propriétés. Donc tout simplement le côté droit de la souris et on clique sur propriétés. Sur propriétés, donc ce fichier, son nom c'est ls, le type il est exécutable, c'est une application qui est exécutable, sa taille, comme vous le voyez, 126 kg,6 l'emplacement il se trouve sur la racine, enfin sur le répertoire bin qui se trouve sur la racine, et il a été la dernière date de modification, la dernière d'accès, sans citer ici. Regardons maintenant l'autre onglet, permission. Permission, comme on l'a vu avec certains groupes, on verra par la suite, je vais le redétailler, revoir ce chapitre-là des permissions. On a trois types de permissions. Il y a une permission pour le propriétaire, permission pour le groupe et permission pour les autres. Donc regardons là d'une manière graphique, c'est très visible. Donc l'accès pour le root, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est le propriétaire, il peut lire et écrire. Le groupe, uniquement la lecture.
et les autres, peuvent uniquement la lecture, c'est-à-dire ils peuvent exécuter la commande. Donc voilà, si vous voulez, les propriétés, comme vous pouvez le voir ici, etc. Donc les différentes propriétés d'une manière graphique sans voir ça. Si vous voulez qu'on voit ça avec le avec le terminal, donc là je vais effacer l'écran comme d'habitude avec CTRL L et on va faire ls-l, c'est-à-dire pour avoir toutes les caractéristiques de ce fichier qui se trouve sur bin et ls. Donc le fichier ls qui justement c'est la commande ls qu'on va exécuter pour connaître les caractéristiques, c'est-à-dire le nom, la taille, etc., de ce fichier. Donc voilà ce que nous avons vu tout à l'heure. C'est donc ce fichier est un fichier normal, régulier. Donc il n'y a pas, c'est un tiré lorsque c'est un répertoire en MIT, c'est un LIACL, etc. Donc les permissions sont indiquées ici. Donc le propriétaire qui est root peut faire la lecture, il peut modifier, il peut exécuter. Le groupe peut lire et exécuter. Et les autres utilisateurs, c'est-à-dire autres que le groupe, voilà le groupe qui est ici, c'est indiqué, donc ils ont le même nom, peuvent lire et exécuter. Donc la taille de ce fichier, c'est là, et ici, c'est la date de modification, autrement dit, le 2 mars 2017. Revenons à notre répertoire. Donc là, il y a la commande mort, voilà qu'on a déjà vu, c'est pareil, c'est la même chose, c'est comme, on peut voir ses propriétés si vous voulez. Donc propriétés, voilà, se trouve également sur bin, c'est un programme exécutable, c'est un fichier, disons, exécutable, les permissions, comme on vient de le voir. Donc on peut, c'est-à-dire le propriétaire, le groupe et les autres utilisateurs, quelles sont ces permissions. Bien, on va passer maintenant à un autre répertoire pour voir cette structure hiérarchique et de tout système basé sur Unix, le répertoire ETC. Et bien, le répertoire ETC, c'est un répertoire, comme on l'a dit maintes fois, c'est un répertoire très important parce qu'il contient tous les fichiers et répertoires relatifs à la configuration et paramétrage de votre système, c'est-à-dire de votre système avec toutes ses composantes, avec ses périphériques, avec ses utilisateurs, avec tout ce qui est connecté à votre machine. Donc tout ce qui est relatif à la configuration, on le trouve dans ce fichier. Donc dans ce répertoire, enfin c'est un fichier bien sûr, mais c'est un répertoire qui regroupe l'ensemble des fichiers de configuration. Donc, bien évidemment, pour administrer un système, il faut maîtriser, bien évidemment, chaque fichier relatif à l'outil que vous cherchez à configurer. Donc, on va voir un fichier parce que on l'a traité relativement d'une manière indirecte lorsque nous avons parlé de système d'exploitation et des utilisateurs, lorsque l'utilisateur se log, etc. Donc, lorsque l'utilisateur allume sa machine et se connecte à sa machine en donnant son login, et bien le système, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir la configuration et il va exploiter ce fichier. Ce fichier s'appelle password. On va l'ouvrir, donc c'est un fichier texte, puisque ETC contient essentiellement des fichiers de texte qui servent à la configuration. Donc je vais l'ouvrir côté droit de la souris, je vais l'ouvrir avec un éditeur graphique simple, on peut l'ouvrir avec d'autres moyens, mais voilà, on a déjà ici, j'ai Edit par défaut, c'est pas la peine de l'ouvrir avec LibreOffice puisque c'est un fichier texte normal. Donc, en ouvrant ce fichier, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on va trouver un certain nombre de lignes qui sont et chaque ligne, il y a un séparateur qui est 2 points. Donc, chaque ligne correspond à un utilisateur. Donc là, la ligne correspond au super utilisateur root. Là, c'est un utilisateur qui s'appelle daemon. Là, c'est un utilisateur sync. Il y a un utilisateur, le man, voilà, il y a un utilisateur pour le manuel, etc., etc. On va descendre en bas, parce que là, si vous remarquez, tous ces utilisateurs-là, ils ont un identifiant, on verra les différents champs. Donc, on va descendre en bas pour voir un utilisateur qu'on a déjà utilisé, que vous avez déjà vu, on l'a vu dans les différentes séances, c'est-à-dire l'utilisateur ZANINE et l'utilisateur Mohamed, etc. Donc, sont utilisateurs comme les autres, sauf que ces utilisateurs, les premiers utilisateurs, enfin les premiers
disons, les 200 jusqu'à presque les 120 premiers utilisateurs sont des utilisateurs, disons, système. C'est des utilisateurs que le système a créés lors de l'installation, lors de la configuration et lors de l'installation de certains outils par la suite. Bien, alors on va voir un petit peu ces champs un par un. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 champs. Le premier champ correspond tout simplement au nom d'utilisateur, c'est-à-dire le nom du login. Donc là c'est le root, il s'appelle root. Ce X là, ça correspond, bref, c'est un champ ancien, bref, dans les premières versions d'Unix, on mettait au début ici le mot de passe. Et maintenant, avec les nouvelles versions, etc., l'évolution du système de Unix, on ne met plus le mot de passe, on va le mettre dans un autre fichier. Donc disons que le premier champ, c'est le nom ou l'identifiant pour solo ou le login de l'utilisateur. Le troisième, c'est le user ID, autrement dit l'identifiant numérique de l'utilisateur, puisqu'il s'agit ici de l'utilisateur principal, disons, le root, donc système Unix GNU Linux lui attribue 0, puisque c'est le plus petit, c'est-à-dire le nombre le plus petit au niveau de cette chose. Ici, le quatrième champ, c'est le numéro du groupe. Ici, ici c'est le groupe d'utilisateurs, donc ça c'est l'identifiant du groupe, là c'est le nom du groupe, ici c'est le répertoire personnel de l'utilisateur, et là c'est le shell, le nom du shell, c'est-à-dire le programme qui va être exécuté chaque fois que ce root va utiliser le terminal, c'est-à-dire le fameux shell qu'on va utiliser ici. Donc on va voir un petit peu l'utilisateur qui nous intéresse, à savoir l'utilisateur voilà, que j'utilise souvent dans les séances de cours. Cet utilisateur-là, donc voilà son identifiant, son login, voilà son UID, et bien 1000, son groupe également 1000, puisque par défaut, le système attribue, disons, le même nom du groupe et le même numéro si on ne fait pas de changement. Et donc ça c'est le premier, l'user ID, ça c'est le groupe ID, ici des informations relatives à l'utilisateur, c'est-à-dire son nom, on peut mettre ici le prénom, la date de naissance, enfin, l'adresse, email, le téléphone, etc. Donc dans ce champ-là, dans ce 1, 2, 3, 4, 5e champ. 6e champ, c'est le répertoire personnel. Donc si vous regardez bien, lorsque l'utilisateur ici se connecte, voilà, ici dans ce prompt, qu'est-ce qu'on y a indiqué, comme on l'a vu sur le cours, il y a le premier avant arrobas, c'est le nom de login, ensuite ici le nom de la machine, et ici le répertoire courant tilt, puisque je suis sur le répertoire personnel de cet utilisateur-là. Donc en utilisant la commande print working directory, il m'affiche le répertoire personnel. Donc ce répertoire personnel, /home/ le nom utilisateur, c'est tout simplement ce répertoire-là qui était indiqué dans la configuration. On peut avoir, pas forcément cet répertoire, on peut indiquer un autre si on le souhaite pour certains utilisateurs, lui donner USR, quelque chose, etc., s'il s'agit d'un utilisateur particulier. Et le dernier champ, tout simplement, c'est le champ qui indique le shell, le nom du shell qui va être utilisé, c'est-à-dire l'interpréteur de commande qui sera utilisé par défaut, à savoir le bash, qui est c'est généralement ce shell-là qui est utilisé dans les versions récentes. Bien, donc, comme vous le voyez, voilà ce fichier de configuration qui s'appelle password. Sur la première ligne, vous voyez que il est uniquement en lecture, puisque je travaille sur la machine en tant qu'utilisateur normal, c'est-à-dire que je n'ai pas les priorités, je n'ai pas les droits, je n'ai pas l'accès pour écrire dans ce fichier, puisque seul le root peut faire ce genre d'opération. Donc là, je suis sur, regardez, la première ligne de l'écran, j'ai le droit de le lire. Donc c'est un fichier très très important, et ce fichier-là, si vous voulez, si vous le perdez par exemple, alors là, vous ne pouvez plus accéder à votre machine, puisque le système, chaque fois que l'utilisateur va se connecter, il va accéder à ce fichier de configuration qui contient l'ensemble des informations relatives aux utilisateurs qui pourraient utiliser le système. Donc on va fermer ce fichier,
Et on va avoir un autre fichier qui est très important, qui va avec. Également de configuration, ça fait un fichier de configuration. Et ce fichier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le password, malgré que son nom s'appelle password, en réalité, il ne contient pas le mot de passe. Et bien, il y a un autre fichier qui s'appelle shadow. Et on va l'ouvrir. Ce fichier shadow, c'est ce fichier-là qui contient, disons, les mots de passe qui seront dans ce fichier. Donc, lorsque j'ai cliqué, vous avez remarqué quand même qu'il y a une petite croix ici, et d'une manière graphique, mais en réalité, ce fichier, je ne peux pas l'ouvrir puisque je n'ai pas le droit de l'ouvrir, puisque je n'ai pas les priorités pour le faire. OK, donc je ne vais pas l'ouvrir avec ce moyen-là, et je vais revenir à mon terminal, et je vais accéder à ce répertoire où tout simplement je vais utiliser le sudo, la commande sudo pour avoir les privilèges du root, du superutilisateur, et je vais faire un cat etc. Donc je vais donner le chemin total au complet de ce fichier shadow, et je vais l'afficher grâce à la commande cat qui permet d'afficher un fichier sur l'écran par défaut. Donc j'ai utilisé ce sudo parce que je n'avais pas la priorité, les privilèges, le droit d'accéder en tant qu'utilisateur normal. Alors on y va. Donc là c'est normal, il me demande le mot de passe, je vais l'introduire le mot de passe, et normalement il m'affiche toutes les lignes que contient le fichier. Je n'ai pas utilisé more, mais bref, j'ai utilisé shadow qui permet d'afficher la totalité du fichier. Donc si vous regardez, voilà l'utilisateur dont je parle, et bien voilà sa ligne. Et si vous regardez cette ligne, qu'est-ce qu'il contient? Il contient le login, voilà. Ensuite le séparateur de points, et ici il y a le fameux mot de passe. Donc voilà le mot de passe. Si vous voulez le noter, vous pouvez le prendre, mais je rigole, c'est un mot de passe qui est crypté. Autrement dit, vous ne pouvez pas le deviner parce qu'il faut connaître l'algorithme de cryptage qui a permis de crypter ce mot de passe-là que j'avais introduit normalement, mais le système l'a crypté en une chaîne de caractères assez longue pour que personne ne pourra, c'est-à-dire prendre la maîtrise de ma machine. Et ici, il y a des informations relatives au mot de passe, la durée, enfin un certain nombre d'informations qu'on verra par la suite qui permettent au niveau de la configuration. Donc, chaque ligne de ce fichier shadow contient des informations relatives au mot de passe. Donc, il y a des utilisateurs qui n'ont pas de mot de passe ici lorsqu'il y a étoile, et certains, on verra qu'ils ont un mot de passe. Je vais monter là-haut. Donc, on verra ce fichier par la suite, c'est-à-dire comment, grâce à des commandes, comment le décortiquer. Donc voilà en ce qui concerne ce fichier shadow. Je reviens maintenant à explorateur de fichiers, et si vous regardez, on va voir les propriétés de ce fichier. Donc comme vous le voyez, c'est un fichier disons écran binaire parce qu'il contient des informations, cryptées, etc. Sa taille c'est 1,4, se trouve dans le répertoire etc, sa date d'accès, date de modification et les permissions ici. Donc si vous regardez, les autres utilisateurs ne peuvent rien faire pour ce fichier, ils ne peuvent pas ni lire, ni écrire, etc. Donc en regardant sur le terminal, je vais faire effacer l'écran avec CTRL L, et on va afficher ce fichier là. Non, c'est shadow etc. Voilà, je vous parle de ça parce que ces permissions, on va les traiter dans un autre chapitre prochainement, mais quand même j'essaie de vous montrer ça avant d'y arriver. Donc là c'est les permissions de l'utilisateur qui est root. C'est ça le propriétaire, il peut lire, il peut écrire. Ensuite, il y a ici les permissions du groupe. Le groupe ici, c'est shadow, ce fichier shadow qui est sur etc. Il peut lire, il ne peut pas écrire, il ne peut pas exécuter, il ne peut pas l'ouvrir. Et ici, il y a 3 tirets, ça veut dire que les autres utilisateurs, tels que cet utilisateur-là, ne peuvent pas ni lire, ni écrire, ni exécuter ce fichier. Donc voilà pourquoi je n'ai pas pu lire le fichier lorsque j'ai cliqué avec la souris. C'est question de sécurité.
On revient maintenant à notre dossier ETC et on va monter à la racine. Donc on peut remonter soit par cette flèche, soit tout simplement cliquer sur ordinateur. Lorsqu'on clique sur ordinateur, c'est-à-dire ça nous donne la racine qui est là. Et je reviens donc l'ensemble des répertoires standards qu'on trouve dans la majorité des distributions, la majorité des systèmes basés sur ou qui ont la philosophie d'Unix. Donc c'est toujours /bin, /dev, /etc, /home. /home, voilà, /home, ça contient les utilisateurs potentiels, enfin les utilisateurs qui peuvent utiliser cette machine. Donc là, je clique sur ce répertoire personnel de cet utilisateur-là. Voilà les fichiers que j'ai sur mon bureau, ils sont là. Je prends un autre utilisateur à côté. Voilà son home, donc il n'y a que ce fichier-là qui est là. Bref, je montre, donc il y a home, il y a également var, ça contient tous les répertoires, disons, c'est un dossier qui contient tous les fichiers système qui sont variables. Variables, donc parmi ces fichiers, on va voir, il y a le cache, tout ce qui est cache au niveau du système, un répertoire de crash lorsque le système crash, où il y a un problème, un pépin, etc. Il y a un fichier log qui contient, enfin un répertoire log qui contient l'ensemble des journaux de différents process qui tournent sur la machine, qui sont aussi journalisés et qui sont archivés également dans ce répertoire-là. Donc il contient, disons, tous les journaux relatifs à différents process, différentes instances qui tournent. Enfin, ici, par exemple, j'ai un process qui fait le transfert de fichiers, donc j'ai tous les logs qu'il a, et d'autres. On va voir, oui, ici, il y a un répertoire. Oui, dans var, il y a également la messagerie d'utilisateur. Donc là, pour le moment, je n'ai pas utilisé la messagerie sur cette machine, c'est pour ça que ce répertoire est vide. Donc on va remonter, on revient maintenant à la racine. Et là, il y a un autre répertoire équivalent à /bin, c'est /sbin. Donc là, ce répertoire, il contient des commandes qui peuvent être utilisées par le superutilisateur pour administrer le système. Donc, disons, c'est des commandes qui demandent certains privilèges pour pouvoir les exécuter, puisque ce ne sont pas des commandes qu'un utilisateur normal pourra les exécuter, étant donné l'importance et parfois le risque que ça peut présenter pour un système donné. Donc le dernier dossier qu'on va voir dans cette série de fichiers ou de répertoires système que vous trouvez dans votre distribution, c'est le répertoire ou le dossier dev. Voilà, je le cherche, il est là. Donc dev, c'est un répertoire qui contient l'ensemble des fichiers et l'ensemble des fichiers système. Donc il contient généralement des fichiers spéciaux. Des fichiers spéciaux relatifs aux différents périphériques. Donc là, par exemple, c'est pour le CD-ROM, là c'est pour la console, là c'est pour lecteur disquette, là c'est pour etc., etc. Donc il y a, là c'est pour les terminaux, les TTY, TTY 0, TTY 1, 2, etc., etc. Lorsque vous ouvrez plusieurs terminaux, vous allez voir que ces devices-là, c'est eux qui prennent en charge la communication et la prise en charge de votre système. Il y a également des fichiers qui commencent par SD, c'est-à-dire pour voir je les cherche, SD. Voilà, cela, ça correspond, ces fichiers-là, ça correspond au disque, à mon disque, et ici aux différentes partitions qu'il y a sur mon disque SDA. Donc là, ce sont tous des fichiers spéciaux. Je vais voir par exemple celui-là, et on va voir ses propriétés. Ses propriétés, donc c'est un fichier périphérique de type bloc, parce que le bloc, pourquoi? C'est parce que sur le disque, on écrit par bloc et non par caractère. À l'inverse de l'écran, l'écran c'est un type caractère. Donc là, ici, c'est un périphérique de type B, donc bloc device. Etc. Donc l'emplacement ici, la taille, etc. Et là, je vais voir les permissions. Donc le route peut écrire, lire, etc. Le groupe, etc., etc. Donc vous voyez toutes les permissions. On va les voir tout ça en détail après. Donc voilà un petit peu l'ensemble de la structure d'une manière graphique, c'est-à-dire au lieu d'utiliser le terminal,
au lieu de terminal, si vous voulez, je vais maintenant accéder à la racine par cd/. Si je fais ls, là, je vais voir l'ensemble des répertoires que j'ai vus de manière graphique. Donc là, je vous ai montré ces choses-là d'une manière graphique, mais ça sera la dernière fois. Maintenant, on va traiter uniquement via terminal, parce que le terminal nous permet d'avoir plus de détails que sur le mode graphique. Bien, je reviens maintenant au slide. Donc, on était la dernière fois sur le slide 91. Donc là, on a parlé de cette commande MV, l'abréviation de move, qui permet de renommer, déplacer ou de déplacer et renommer. Donc, je vais passer. Oui, il y a une autre commande qui ressemble à MV, c'est la commande CP, donc la commande d'abréviation de copie. Donc, on enlève les voyelles. Hein. Dans le monde Unix, généralement, on fait ça. C'est-à-dire, c'est le mot, c'est copie. Donc, on enlève O et Y, ça fait CP. Donc là, la commande CP permet de copier un fichier F1 dans un autre fichier F2. Donc, la copie, je vous rappelle que après avoir fait cette opération, on aura deux fichiers, F1 et F2. À l'inverse de move, là, le move, ça enlève le premier. C'est-à-dire qu'on n'aura que le deuxième lorsqu'on fait un move. Donc, CP F1, F2, après la copie, on aura deux fichiers identiques qui ont la même taille, F1, même taille que F2. Donc, il y a un certain nombre d'options que vous allez voir, c'est-à-dire en regardant le man, vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'options, et parmi ces options, il y a l'option "-p". Donc, le P, il est intéressant, ça permet de préserver les protections qu'il y avait sur le fichier source au fichier destinataire. C'est-à-dire, si ce fichier-là avait des droits de lecture-écriture pour l'utilisateur, et bien, dans la copie, il aura les mêmes permissions, les mêmes protections que F1, puisque l'option P permet de préserver ces permissions. Il y a la commande ln, qu'on verra peut-être par la suite, ce n'est pas très important pour le moment. Ça permet de créer des liens, enfin de créer des alias, de créer des raccourcis pour un fichier. Donc je passe. Et il y a également cette commande find qui est très très importante, qu'on verra en détail dans le 4e ou 5e vidéo après, parce qu'elle est vraiment très intéressante et vous êtes censé maîtriser cette commande qui permet de chercher des fichiers ou des répertoires selon plusieurs critères. Donc vraiment, c'est un petit moteur très très intéressant. Une commande nécessaire qui vous sera utile, c'est file. Alors je vais prendre le terminal maintenant, on va voir cette commande, qu'est-ce qu'il permet de faire. Donc d'abord un manuel sur file. Donc file détermine tout simplement le type de fichier. Donc c'est vraiment très intéressante, parce que au lieu d'ouvrir un fichier pour contenir son contenu ou qu'est-ce qu'il permet de faire, etc., ou son type, il est préférable d'utiliser la commande file, ensuite le nom du fichier. Comme ça, avant d'utiliser le fichier, avant d'exécuter quoi que ce soit, vous allez voir de quel type il est. Donc, on va le tester sur des exemples. Je reviens à mon répertoire personnel. Donc, on met tout simplement CD. Donc, maintenant, je ne suis plus sur la racine. Je reviens vers tilt, c'est-à-dire vers mon répertoire personnel. Et ici, je vais voir quels sont les fichiers que j'ai. Et je vais, par exemple, faire un file, tester le type de ce fichier prog. Quel est son type? On va voir ce que ça va donner. Donc, ici, après avoir exécuté file, le nom du fichier, prog.aux, c'est un fichier, comme je l'ai dit tout à l'heure, il contient un script. Il me dit que prog.aux, c'est un fichier de type awk, un langage écrit, c'est un langage, ou langage Perl. Bref, il a détecté que c'est un script. Et il a détecté également que c'est un fichier ASCII. Autrement dit, c'est un fichier qui contient du texte normal. Donc je vais vous l'afficher pour voir le contenu. Pardon, cat prog. Donc voilà, c'est un fichier qui contient des scripts, c'est un script qui ressemble un petit peu à du C, et c'est pour ça qu'il m'a affiché que c'est un fichier texte de type ASCII. Bien, je reviens maintenant à mes slides. Donc, il vous affiche les fichiers, donne le type de fichier, que ce soit un fichier, lorsqu'il y a un fichier de type ASCII, ou exécutable, au PostScript, au fichier binaire, au fichier spécial, etc., etc. On va voir un fichier, voilà, on va voir un fichier utiliser file avec un fichier exécutable. Je vais prendre un fichier bin et je vais voir le type de fichier, par exemple, le fichier more. C'est le fichier qui permet la commande, qui contient la commande more. Donc, lorsque j'exécute
j'exécute ça, il me dit que le fichier more qui se trouve sur le bin, c'est un fichier exécutable, voilà, qui a été compilé, linké sur une machine 64 bits, et il a été linké, etc. Bref, il me donne également sa signature. C'est un fichier qui tourne sur le GNU Linux noyau 2.6.32, etc., etc. Donc, j'ai des informations comme quoi ce fichier, le fichier more, c'est un fichier exécutable, donc je ne peux pas l'afficher si je l'affiche, bref, c'est du binaire, etc., etc. Je passe au slide 94. Donc là, je vais démarrer ce slide et la prochaine fois, on va attaquer, disons, ce chapitre qui est très important, que j'ai déjà traité avec certains groupes, qui est cette notion de droit d'accès, qui est très, très, très importante, qui permet de sécuriser un système. Donc, on a déjà parlé de ces droits, donc les droits de permission, tout simplement, c'est l'ensemble d'informations relatives au droit d'accès pour trois types de personnes, trois groupes si vous voulez, le propriétaire, le groupe de propriétaires et les autres. Donc voilà ces droits, c'est soit lecture, écriture ou autre, et relative à un fichier. Donc lorsque vous faites un ls d'un fichier, ls-l d'un fichier, et bien le système va vous afficher toujours les trois. Il va vous afficher le type, est-ce qu'il s'agit d'un type ordinaire ou directory, et 9 caractères, ça. Donc voilà, vous trouvez ici la signification. La signification, le premier caractère, qu'est-ce qu'on y trouve? Donc, première lettre, cette chose-là, ici, ça peut être soit tiré, fichier ordinaire, D pour un répertoire, B, C, L, S, P, c'est lorsqu'il s'agit d'un fichier spécial. Donc, selon le type de fichier spécial, la catégorie, soit c'est un fichier spécial de type bloc, de caractère, de type link, socket pour le réseau, ou d'un type de tube. Donc voilà un petit peu je démarre ce chapitre-là, et la prochaine fois, on va attaquer, je vais encore détailler la chose. Donc, comme vous voyez, les principales commandes, et on va traiter la commande qui permet de changer et d'afficher, de connaître un petit peu ces droits relatifs au droit d'accès à un fichier ou un répertoire, ou plutôt un fichier au sens large, soit qu'un fichier de type ordinaire, ou un fichier de type répertoire, ou un fichier spécial, ou un fichier de type lien. Voilà, je m'arrête là pour le moment. Je vous remercie et à la prochaine.